OK. Bon, alors commençons, puisque ça tarde à arriver. En principe, il y avait 150 personnes qui ont dit qu'ils venaient, mais bon, ça, il faut toujours diviser par la moitié environ, par 50 ou par deux. On devrait être environ 75-80, je suppose. Mais je ne veux pas trop attendre parce que je veux pas trop retarder la discussion. Alors, comme l'année passée, à peu près, ben là, je l'avais fait au mois d'avril, je pense, en 2021, une mise à jour de un peu ce qui se passe en ce moment, ce qui risque d'arriver, etc. Donc, on va continuer sur la même lancée. Comme d'habitude, ce que je fais dans ces conférences-là, c'est que j'essaie de contenter tout le monde. Donc là, il y a des experts de marché financier très connaissants dans la foule et il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup moins. Donc, je vais essayer de contenter un peu tout le monde comment dire, en essayant d'intégrer juste vite au moins les concepts d'intro de base au fur et à mesure que j'avance, sans faire des cours complets, juste des petits commentaires ici et là de clarification ou d'explication. Pas trop long pour pas non plus emmerder les gens qui comprennent très bien de quoi je parle. Donc, mais en même temps, pour ne pas perdre ceux qui sont un petit peu moins à l'aise avec la macro monétaire, les marchés financiers, etc. Donc, allons-y. Donc, et après, à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions, ça ne me dérange pas, soit en chat ou en levant votre main, puis je vais vous donner la parole. Euh, Vous pouvez aussi poser des questions ou faire des commentaires dans le chat quand vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Donc, ça me fait plaisir. Donc, c'est pas très formel. Là. Je pense que c'est mieux que ce soit moins formel parce que les gens se sentent justement plus à l'aise. Donc, allons-y avec notre discussion sur la conjoncture économique et financière de 2022-2023, plus ou moins. Okay, donc, c'est surtout 2022, là, parce que 2023, évidemment, c'est un peu loin, mais je vais quand même vous donner une idée des forces macro-financières en présence. Donc, moi, je suis maître d'enseignement à HEC Montréal. J'enseigne la macro-monétaire, la macro-financière, plein de cours d'économie, la politique publique, plein de trucs. Et je fais aussi de l'analyse de marché très souvent. J'enseigne carrément l'analyse de conjoncture un cours. Je fais de la consultation au secteur privé. Puis, évidemment, je suis les marchés financiers pour moi-même aussi. Donc, allons-y avec ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, le but de la discussion, en gros, c'est avoir une idée générale pour l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada surtout, de la conjoncture 2022-2023. Et dans le cas qui nous concerne, les 2 prochaines années vont être extrêmement influencées par le profil d'inflation lui-même qui va avoir beaucoup d'influence sur la politique monétaire, donc sur ce que la Banque centrale ou les banques centrales, États-Unis et Canada, vont faire, et donc sur le profil des taux d'intérêt. En fait, presque tout, pas entièrement, mais presque tout repose là-dessus. Et donc, c'est pour ça que ça va être beaucoup, beaucoup axé là-dessus aujourd'hui. OK? On va un petit peu parler de la bourse, mais évidemment, tout ça va être très, très clair une fois qu'on va clarifier la politique monétaire. Un peu l'immobilier, puis après ça, on discutera la question-réponse et tout ça. Et souvent, les gens trouvent les périodes de questions-réponses aussi intéressantes que la présentation comme telle. Donc, restez-y si ça vous intéresse. All right? Donc, allons-y avec un petit intro, encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas trop la macro monétaire, les marchés financiers. Donc, les anticipations sont toujours priced in, c'est-à-dire sont intégrées dans les prix des actifs. Si les gens pensent que les actifs vont prendre de la valeur et donner des bons rendements, alors ils achètent maintenant, ce qui fait que la demande d'actifs augmente maintenant, ce qui fait que les prix augmentent maintenant. Et donc, le futur est dans le prix, vous comprenez? Donc, c'est ça qui est mélangeant en finance, là, parce que
ce qu'on prévoit même dans les modèles en macroéconomie ou quelque chose de même. Là. Mais finalement, c'est vrai ce qu'on dit dans les modèles, mais ça arrive plus vite que ce qui est intégré dans les modèles parce que les gens l'anticipent à l'avance et donc les décisions se font à l'avance. Ensuite, ça, faites juste me faire confiance pour ceux qui ne comprennent pas. Là. Donc, le prix des actifs financiers, les taux d'intérêt vont en sens opposé. Okay? Donc là, je ne peux pas m'éterniser là-dessus. Là. Faites juste le prendre pour du cash là, pour ceux qui ne comprennent pas trop de quoi je parle. Là. Donc, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le prix des actifs financiers, comme par exemple la bourse, les obligations, etc., et même le prix des maisons, donc de l'immobilier, subissent des pressions à la baisse. OK, on va dire ça comme ça. Et lorsque les taux d'intérêt baissent, les prix des actifs ont tendance à avoir des pressions à la hausse. OK, donc ils vont en sens opposé. Évidemment, ça, tout le monde comprend ça, c'est très facile. Détenir un actif en perte de valeur, c'est comme pas bon, évidemment, parce que tu es en train de subir une perte en capital, n'est-ce pas? Et si tu ne veux pas réaliser ta perte, tu es barré dans ton placement financier, donc il devient, de ton point de vue, non liquide, même s'il est liquide dans le sens que tu peux le vendre à n'importe quel moment. Et évidemment, le dernier point est très important. Lorsqu'il y a trop d'inflation, ça crée des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt à tous les horizons, c'est-à-dire court terme, moyen terme, long terme. Et ça donne c'est comme l'équivalent d'un frein sur la voiture, si on veut, sur l'économie. C'est comme si le conducteur mettait les freins sur l'économie. Donc, les taux de long terme, ils vont augmenter par ce qu'on appelle l'effet Fisher. Donc, en gros, les anticipations inflationnistes augmentent. Ça crée du jus, si on veut, sur les rendements de long terme. Et donc, de la pression baissière sur les taux de long terme, les prix des actifs de long terme, entre autres les obligations fédérales. Et donc, ça met des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt de long terme. Et les taux d'intérêt de court terme, eux autres, ils vont suivre ce que la Banque centrale va faire, tout simplement. Et lorsqu'il y a trop d'inflation, les banques centrales resserrent la politique monétaire et donc ça crée des hausses de taux d'intérêt de court terme. On va revenir à ça dans quelques instants. Et donc, justement, la macro monétaire, donc qu'est-ce que la Banque centrale fait et comment elle le fait et pourquoi? La Banque centrale influence l'inflation, OK, par trois principaux leviers. Et en gros, les banques centrales, leur mission, les banques centrales un peu partout, là, je vais tourner les coins ronds, là, ce que je veux dire, ce n'est pas complètement vrai, mais il faut qu'à un moment donné qu'on avance. Là. Toutes les banques centrales ont finalement un peu deux objectifs, même si la Fed est la seule à l'avoir officiellement. Là. Ils cherchent à la fois le plein emploi, d'un côté, et maîtriser l'inflation de l'autre côté. Donc, garder l'inflation en gros autour de 2 plus ou moins. Là. Ils tolèrent jusqu'à 3 d'inflation à long terme. Et donc, comment ils font ça? Ils vont réguler les taux d'intérêt du marché monétaire, donc les taux d'intérêt de court terme qui conditionnent beaucoup les conditions de liquidité. Et donc, ça, c'est les taux de court terme, les fameux taux de la Banque centrale. Tout ça, c'est ça que c'est. Donc, tous les taux du marché monétaire suivent les taux de la Banque centrale, en gros. Et donc, si la Banque centrale trouve qu'il y a trop d'inflation, elle augmente les taux de court terme. Si la Banque centrale veut accélérer l'activité économique parce qu'elle juge que l'inflation ne menace pas trop et que ça a besoin d'un coup de pouce, si on veut, elle va baisser les taux d'intérêt. Elle intervient aussi directement par l'achat et la vente d'actifs financiers. Ça, c'est les taux d'intérêt de long terme. Et elle influence les marchés par ses communications. Okay? Donc, en gros, c'est les trois leviers par lesquels les banques centrales interviennent beaucoup. Et donc, donc ça, c'est un mini-cours d'une minute là, sur la macro-monétaire et la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, une politique monétaire expansionniste, c'est quoi le but et quels en sont les effets? Le but, c'est d'augmenter l'inflation, finalement, augmenter la croissance, donc créer de la croissance de court terme, baisser le chômage. Et typiquement, ce que ça va faire, ça va mettre des pressions à la hausse sur le prix des actifs financiers et donc des pressions à la baisse sur les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, la Banque centrale va, par exemple, acheter des actifs financiers, donc acheter des obligations fédérales de long terme, ce qui augmente le prix des actifs de long terme, ce qui met des pressions à la baisse sur les taux d'intérêt de long terme, incluant les taux hypothécaires en passant. Elle va baisser les taux d'intérêt du marché monétaire de court terme
et elle va signaler par ses communications que c'est ça qu'elle veut. En gros, donc, elle va faire ça. Ça, c'est une politique monétaire expansionniste. On était là-dedans en 2020, 2021 jusqu'à maintenant, plus ou moins. Et à partir de mars, on va rentrer de l'autre côté graduellement. Et donc là, ça, c'est une longue histoire, justement, à quel point on va y aller. Là, mais en tout cas, graduellement, on va aller vers le côté droit. Donc, politique monétaire restrictive. Le but, c'est de baisser l'inflation. Et l'effet, c'est malheureusement que ça baisse aussi la croissance. Donc, ça met un frein sur l'activité économique. Ça met un frein sur les indices boursiers, par exemple. Ça met un frein sur l'activité immobilière, par exemple. Ça augmente le chômage, typiquement, ou en tout cas, ça va faire que le chômage va moins baisser qu'il aurait baissé autrement. Et le prix des actifs va avoir tendance à avoir des pressions à la baisse. Est-ce que ça veut dire que le prix des actifs baisse vraiment? Non. Au lieu d'augmenter comme ça, il va peut-être augmenter comme ça. Donc, il va augmenter moins qu'il aurait augmenté. Il peut aussi baisser, évidemment. Et les moyens d'intervention qu'elle va suivre, c'est hausse de taux d'intérêt, vente d'actifs financiers, et donc baisse de prix d'actifs, n'est-ce pas? Donc, elle va offrir des actifs, bon, elle va ou laisser arriver à maturité des actifs qu'elle a dans son bilan, et elle va communiquer une politique contractionniste, donc restrictive, ce qui va ajouter là, certains effets d'anticipation et qui a des effets sur à la fois les marchés financiers et sur l'économie réelle. OK? Quelle est la corrélation entre l'inflation et les taux d'intérêt? Elle est très forte à long terme. Donc, si on regarde à long terme, une baisse tendancielle pendant 10, 20, 30 ans, mettons 40 ans, une baisse tendancielle d'inflation va avoir tendance à baisser les taux d'intérêt aussi. Et donc, évidemment, ça aide le prix des actifs. Les actifs ont tendance à augmenter en termes de prix, là, je pense. Et une hausse tendancielle d'inflation entraîne les taux d'intérêt en hausse aussi, et donc le prix des actifs en baisse, toutes choses égales par ailleurs. Par exemple, ça fait 40 ans que l'inflation baisse. Ça, c'est le graphique d'inflation mondiale depuis les années même 70, là, mais regardez, depuis les années 80, il y a des fluctuations, mais ça baisse sans arrêt, n'est-ce pas? Et donc, de 1980 à 2021, l'inflation a baissé pendant 40 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé aux taux d'intérêt en moyenne? Ben, les taux d'intérêt ont aussi baissé pendant la même période. Et donc, à long terme, donc sur de très longues périodes, l'inflation et les taux d'intérêt vont ensemble, donc sont extrêmement corrélés, le facteur de corrélation de 0,95 à peu près. Et donc, c'est important à comprendre, évidemment, à long terme, l'inflation et les taux d'intérêt vont ensemble comme ça. OK? Maintenant, quelle sera la conjoncture 2022-2023? Pour ce qui est de 2022, le premier et le deuxième trimestre, donc T1 et T2, okay, on a probablement un ralentissement. Bien, les données vont sortir plus tard là, sur le trimestre comme tel, le trimestre en cours en ce moment, janvier, février, mars. Mais je suppose qu'il y a un ralentissement dû à la vague Omicron. Donc, il y a eu un reconfinement partiel. Ça a miné la production un petit peu, donc un effet négatif sur la conjoncture, à la fois réelle et financière. Contrainte de production, donc les entreprises ont de la difficulté à fournir, donc les pièces manquent, etc., etc. Les coûts de production sont en hausse. Et donc ça a un effet négatif sur la production et l'activité économique. L'inflation élevée dans ce moment, ça a un effet négatif. L'inflation très élevée, hein, aux États-Unis, par exemple, on est à 7,5 d'inflation. C'est quand même non négligeable et ça a un effet d'une taxe, finalement. Donc, ça a l'effet de diminuer le pouvoir d'achat des gens. Et donc, évidemment, c'est comme si on taxait, on augmentait les taxes. Et donc, évidemment, ça réduit le pouvoir d'achat. Et donc, ça réduit la consommation, les dépenses de consommation, etc., toutes choses égales par ailleurs. Pour la deuxième moitié de l'année 2022, probablement un déconfinement si on pense que Omicron va être passé là, à partir de mai, je suppose, là, avril-mai. Devrait être pas mal passé derrière nous. Donc, déconfinement, recul du COVID, momentum qui repart à la hausse, l'épargne est bonne à la fois au Canada et aux États-Unis, l'épargne des ménages, là, je parle.
les profits des entreprises sont très bons. Fin des effets de base. Donc là, les effets de base d'inflation, on va parler de ça dans 2 minutes là, ou 1 minute. Tout ça devrait favoriser une deuxième moitié 2022 meilleure que la première moitié. OK? Ça. Mais évidemment, il y a aussi l'inflation. L'inflation devrait être en baisse à partir de, j'oserais dire, juin 2022, je pense. On va parler de ça en 2 secondes. Les contraintes de production, je suppose qu'ils vont rester un petit peu, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, un peu un point d'interrogation autour de ça. Les chaînes d'approvisionnement brisées, tout ça. Et la politique monétaire, elle va définitivement commencer à appliquer les freins sur l'économie. Donc, les banques centrales vont avoir tendance à serrer la vis et donc appliquer le frein. C'est comme un pilote de voiture, n'est-ce pas? Donc, on appuie sur le gaz ou on pèse sur le frein. Donc, ils vont commencer un petit peu à appuyer sur le frein, mais pas trop. C'est probablement pas trop violemment. Où est-ce qu'on se situe au niveau de l'écart au potentiel? Je pense qu'on est encore légèrement peut-être en bas du potentiel ou sur le potentiel. L'écart de potentiel, pour ceux qui ne comprennent pas ça, c'est qu'une économie a un potentiel de production et l'activité économique peut se trouver en bas ou en haut un petit peu de la capacité du potentiel de production. Donc, c'est un peu comme un coureur de marathon, tu sais. Ta capacité à courir, mettons, 10 km/h pendant 42 km, tu es capable de soutenir ça pendant 42 km. Pendant 1 ou 2 km pendant le marathon, là, pendant les 42, tu vas peut-être courir à 12 ou 13 km/h. Mais tu ne peux pas courir à 12 ou 13 toutes les 42. Tu vas t'effondrer avant l'arrivée. Et de la même façon, évidemment, ça c'est plus clair. Là, tu peux courir en bas de ton potentiel, mais ce n'est pas optimal. Pas? Donc, tu peux courir à 8 km/h, genre, mais tu pourrais courir à 10 et donc faire mieux, si on veut. Donc, c'est un peu la même idée pour l'économie. L'économie a une capacité de production, donc un potentiel de production, et l'activité économique véritable, qui arrive vraiment, peut se trouver en haut ou en bas du potentiel de production. Lorsqu'on est en haut du potentiel, on est en surchauffe, donc ça roule trop, si on veut. Le chômage est ultra bas, etc. Donc, pendant que ça arrive, évidemment, on s'entend, c'est un peu le party. Là. Donc, ça va bien, c'est le fun, le chômage est bas, tout ça. Mais généralement, c'est à ce moment-là que l'inflation se met à augmenter plus et c'est la fin, généralement, du party. Et par la suite, il y a une récession. C'est un peu ça, les fluctuations économiques, finalement. OK? Donc, le potentiel de production, est-ce qu'il a diminué? C'est une grande question que tout le monde se pose. Parce qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite, surtout aux États-Unis, mais vraiment énormément. C'est vraiment non négligeable. Et donc, il y a un manque de main-d'œuvre en général. Il y a eu une baisse d'arrivée d'immigrants, par exemple, pendant les phases COVID, n'est-ce pas, 2020-2021 surtout. Et tout ça a miné la disponibilité de main-d'œuvre et ça limite les capacités de production, carrément. Les firmes ne sont pas capables de fournir à la demande. Et donc, le potentiel, la capacité de production a peut-être baissé, c'est une grande question. Et les chaînes d'approvisionnement sont brisées, comme vous le savez. À quel point ça va être permanent ou temporaire, cette affaire-là? Ça aussi, c'est une grande question. Okay, donc, il va falloir voir si ça s'améliore avec le temps ou si ça demeure. Si ça demeure, ces deux problèmes-là, donc main-d'œuvre et chaîne d'approvisionnement, les deux, ben, peut-être que le potentiel de production a baissé, en fait. Et donc là, ça voudrait dire qu'on n'est pas tout à fait au même point qu'on pense qu'on l'est en termes d'écart au potentiel. Les risques pour 2021, 2022, 2023, resserrement monétaire trop rapide, je dirais que c'est le risque numéro 1. Okay? Mais c'est faible. C'est-à-dire que je ne pense pas que les banques centrales vont se mettre à vraiment là, y aller là, super brutalement. Là. Ils savent très bien qu'ils veulent éviter un choc. Et donc, ils vont tolérer de l'inflation un petit peu tout en mettant les freins pour permettre à l'économie de continuer à croître, mais peut-être un peu moins rapidement, puis avec moins d'inflation au fur et à mesure qu'on avance en 2023. Pour le moment, c'est ça que les banques centrales semblent viser. Mais si, et ça c'est le grand risque, si l'inflation est plus persistante que ce qu'on pense, c'est-à-dire l'inflation, moi je pense qu'elle va baisser à partir de juin, juillet.
tranquillement. Donc là, elle était à 7, là, elle va peut-être aller à 8 même le prochain mois, 8 peut-être. Puis à partir de juin, juillet, août, ça devrait commencer à s'amenuiser un petit peu pour différentes raisons. Mais si ça reste élevé, supposons que ça reste élevé, là, alors là, ça va forcer la main des banques centrales en deuxième moitié de 2022 et 2023 à y aller plus brutalement pour freiner. Parce que finalement, leur mission, c'est quand même de garder l'inflation à un niveau raisonnable, qu'on juge là, autour de 2-3 pour le Canada et les États-Unis. Et donc là, ben, c'est sûr que si on reste à 7-8, plus que chez 7, 8, 9 mois, là, il va être comme obligé d'être plus violent, si on veut. Et donc d'y aller plus brutalement. Et ça peut causer des chocs là, assez sévères. Donc, et ça, c'est le gros risque, je dirais. Mais évidemment, là, aujourd'hui, je ne vous apprends rien, je suppose, si vous suivez l'actualité. L'Ukraine et la Russie. Donc là, on pensait que la Russie s'en tiendrait à... Moi-même, je pensais ça jusqu'à hier, à la limite. Je pensais que la Russie s'en tiendrait à annexer l'Est de l'Ukraine. Bon, peut-être que vous ne savez pas trop de quoi je parle, mais en tout cas. Et bien, finalement, on dirait qu'ils foncent pour une invasion complète. Et donc là, ça augmente beaucoup les stress géopolitiques. Une autre vague COVID, ça se peut, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Donc, on n'est pas... ou même une autre pandémie d'un autre virus, aucune idée. Ça, c'est toujours sur un risque, mais ça, c'est comme pas... tu ne peux pas le prévoir. C'est juste, ça arrive quand ça arrive. Pour le moment, la dernière vague qu'on pense qui va arriver, c'est l'Omicron. Et espérons que ça va baisser puis ça va rester comme ça. On va voir, évidemment. Et comme je vous dis, l'inflation plus persistante, ça forcerait la main aux banques centrales d'y aller plus violemment. Et ça, c'est un gros, gros risque. Ça peut devenir très laid en passant. Donc, bon, ça fait longtemps qu'on a vu ça, là, un resserrement monétaire brutal. Là. Mais si l'inflation demeure au-dessus de 7 encore rendu en 2023, là, ça va devenir très laid. Donc là, ça va être toute une autre paire de manches. Et donc, ça pourrait devenir vraiment laid. Donc, quelles sont les variables qui bougent les marchés à court terme? Les effets de base. Donc, c'est quoi les effets de base? Bien, supposons que pas supposons, le PIB, l'activité économique là, en 2020, on a fermé l'économie. Donc, on a dit, OK, on ferme l'économie. Et donc là, on a arrêté de produire du jour au lendemain. Et donc là, la production s'est effondrée complètement. Et évidemment, le chômage a explosé. Puis évidemment, quand on a réouvert, en guillemets, c'est un peu comme un magasin, quand on a réouvert l'économie, bien, par rapport à la base, très basse de production de 2020, bien, tu as une énorme croissance, n'est-ce pas? Donc, en effet, parce que ta base baisse. Et donc, l'effet de croissance par rapport à avant, il est énorme, n'est-ce pas? De la même façon, l'inflation. Donc, l'inflation a baissé beaucoup en 2020 parce que l'activité économique s'est effondrée. Et donc, évidemment, là, parce que l'économie reprend, juste l'effet de base des prix crée de l'inflation à lui seul. C'est-à-dire que les prix de 2020 et début 2021 étaient bas. L'IPC, l'indice des prix à la consommation, était bas. Et donc, juste en termes normaux, parce que tu reviens à la normale, bien, par rapport à avant, tu as une croissance, n'est-ce pas? Et donc, ça, il y a une part de l'inflation en ce moment qui est juste causée par ça. C'est des effets de base. Et c'est pour ça que je dis que ça devrait commencer à s'amenuiser à partir de juin, parce que les effets de base, c'est-à-dire les prix qui étaient bas avant, puis que là, on est comme remonté, ça devrait commencer à s'amenuiser à partir de à peu près juin, juillet, là, dans ce coin-là. Évidemment, il va rester d'autres pressions là, sur les prix, comme le pétrole en ce moment, surtout avec l'invasion de l'Ukraine. Donc, ça c'est une autre affaire, mais il y a une partie de l'inflation qui est des effets de base. Et donc, ça devrait commencer à baisser à partir de juin. Donc, l'inflation. Donc, ça, c'est quelque chose qui bouge les marchés, c'est pas les effets de base. Ensuite, l'inflation elle-même, bien, ça a un effet sur la consommation et sur la production. Ça augmente les coûts de production
ça baisse la capacité d'achat des consommateurs. Et donc, c'est comme une taxe, quoi. Ensuite, le prix du pétrole et des commodités aussi, c'est comme une taxe, à la fois sur la consommation et la production. Et donc, ça mine l'économie à elle seule, l'inflation. Donc, l'inflation élevée, là, je ne parle pas de 3 %. L'inflation à 3 % il n'y a rien. Ce n'est pas grave du tout. Mais de l'inflation à 7-8 %, là, ça commence à avoir des effets quand même non négligeables. La politique monétaire, ça, c'est un gros market mover. Donc, ça bouge beaucoup les marchés. Donc, les taux d'intérêt, à quel point la Banque centrale achète ou vend des actifs, n'est-ce pas? Et ce que la Banque centrale dit, on en a déjà parlé, là, ça influence beaucoup, beaucoup les marchés. Les programmes de relance des gouvernements, donc les dépenses, toutes ces affaires-là, les dépenses d'infrastructure, les chèques envoyés aux ménages, ce genre de trucs-là, bien évidemment, ça influence la conjoncture. Les coupures dans les dépenses de l'État aussi, ça influence à la baisse à court terme, en tout cas. Des fois, c'est bon de le faire, mais à court terme, ça a un effet à la baisse là, sur la conjoncture de court terme. Les changements taxes et impôts, tout ça, ça bouge les marchés. Est-ce qu'il va y en avoir beaucoup de ça dans les 2 prochaines années? Non. Il ne va rien se passer de spécial là, ni à la hausse, ni à la baisse. La réglementation, un petit peu. Je le mentionne, ce n'est pas très fort, mais je le mentionne parce que c'est quand même là. Donc, lorsque les gouvernements augmentent la réglementation sur les entreprises, pour l'environnement, ce genre de trucs-là, bien, ça a un frein à court terme sur la conjoncture. Je ne dis pas que je suis contre, hein, je veux juste dire ce qui est. C'est une opinion. Donc, et les facteurs spéciaux, évidemment, ça bouge les marchés. Les vagues de COVID ou autres pandémies, confinement, déconfinement, ça fait bouger les marchés. Et les stress géopolitiques, ça fait bouger les marchés. Parfois, pas beaucoup en passant, contrairement à la croyance populaire. L'effet des chocs géopolitiques, des guerres, ce genre de trucs-là, c'est vraiment du cas par cas. Okay? C'est vraiment du cas par cas. Des fois, ça a des effets très gros. Des fois, c'est des effets très minimes, finalement. Donc, ça dépend beaucoup de comment on estime que ça va influencer là, les dynamiques de commerce et les flux financiers mondiaux, ce genre de trucs-là. L'Ukraine puis la Russie, ça peut brasser les choses plus que d'autres guerres qu'il y a eu par le passé, parce que c'est en Europe, c'est une invasion de très grosse envergure. C'est considéré comme une attaque sur un pays qui n'était pas une menace. Et donc, ça brouille un peu les cartes, là. Et donc, ça brasse plus les marchés que d'autres trucs. Donc, ça pourrait avoir le potentiel d'avoir un effet plus important. Et évidemment, les anticipations, qu'est-ce que tout le monde pense, bougent les marchés beaucoup et l'économie. Bon, alors l'effet de base, j'en ai parlé, les effets de base. Il y a eu une chute brutale en 2020-2021, la pandémie, évidemment. Donc, l'emploi, la production ont planté complètement. Donc, les prix des biens et services ont eu une dépression à la baisse. Et donc, évidemment, juste en effet de base, parce que ta norme, c'est ça, puis là, tu baisses comme ça en 2021, 2020, 2021. Et donc, l'effet de remonter vers la normale, si on veut, on peut appeler ça le retour à la moyenne, si on veut, bien, ça a un effet important de croissance, à la fois des prix et de la production et de l'emploi. Et donc, hausse en ce moment, à cause de ça, 2021-2022, c'est encore des effets de base. Hein. Ça devrait se dissiper à partir de juin-juillet 2022. Les indices boursiers s'ajustent généralement avant ou parfois pendant les événements, n'est-ce pas? Donc, la bourse, les indices boursiers, c'est une agrégation des anticipations de marché. Okay. Donc, ça ici, je vous ai fait le graphique là, du potentiel, de l'écart au potentiel. C'est-à-dire, on fait le PIB, donc l'activité économique qui arrive vraiment, moins le PIB potentiel. Donc, lorsqu'il est en bas de la ligne rouge, on estime que l'écart au potentiel est négatif, c'est-à-dire qu'il y a encore de la capacité à produire sans surchauffe. Et lorsqu'il est en haut de la ligne rouge, c'est un territoire de surchauffe. Donc, c'est comme si le coureur de marathon, il court à 14 km/h, alors que pour vraiment durer les 42 km, il faudrait qu'il aille à 11 ou 12. Genre. Et donc, il ne peut pas durer bien longtemps à 14, vous comprenez? Parce qu'il va s'essouffler et s'effondrer.
Donc, vous voyez que chaque fois qu'on monte en haut de la ligne rouge, bien, à un moment donné, il s'ensuit une récession, n'est-ce pas? Parce que l'économie se contracte pour différentes raisons, et entre autres parce que la Banque centrale resserre sa politique monétaire. Parce que quand on rentre en territoire de surchauffe, l'inflation augmente, et lorsque l'inflation augmente, ça trigger, si vous permettez l'expression, donc ça fait en sorte que la Banque centrale resserre la politique monétaire, les taux d'intérêt augmentent, et ça agit comme frein à l'économie. OK? Et après ça, ben là, il y a des contractions, des ajustements de production, et vous le voyez à chaque fois, n'est-ce pas? Donc, on arrive en surchauffe par-dessus la ligne rouge, si on veut. La ligne rouge, c'est lorsque le PIB est sur le potentiel, donc on est à peu près normal, on va dire. Puis là, ben, il y a une contraction. Donc, vous voyez, la contraction 2020 a été extrêmement rapide et brutale et profonde. Par contre, la remontée est extrêmement rapide aussi. C'est normal parce qu'on n'était pas prêt encore à avoir une récession. On avait un petit ralentissement en 2019, donc j'anticipais en fait un ralentissement en 2020. J'en parlais en 2019, avant même on n'avait aucune idée qu'il y aurait une pandémie, rien de ça. Puis j'anticipais un ralentissement du PIB basé sur les indicateurs économiques et financiers en 2020, mais j'anticipais un ralentissement, c'est-à-dire je pensais qu'il y aurait une mauvaise année de croissance, mais rien de très brutal. Puis là, évidemment, il y a eu la pandémie, donc ça a complètement planté. Mais il y avait déjà des signes de ralentissement économique. C'était pour être une mini-récession, si on veut, okay? En 2020, en passant. Mais ça s'est avéré être une grosse, énorme récession avec une grosse purge d'un coup, puis après ça, on remonte très vite. Et donc là, on est quasiment rendu à la ligne rouge, mais pas tout à fait. Mais ça revient à ce que je disais tantôt, là. Où est le potentiel de production? Avec le calcul en ce moment, je prends le potentiel de production comme s'il n'avait pas changé, comme s'il n'avait pas baissé, n'est-ce pas? Et donc, ça voudrait dire qu'on est encore en bas du potentiel et donc il y a encore du chemin en masse pour au moins 1 an ou 2 de croissance sans récession. Parce que remarquez, les autres récessions, tu vas par-dessus le potentiel, puis après ça, tu restes là 1 an ou 2, n'est-ce pas? Puis après ça, il y a une récession. Généralement, c'est comme ça. Mais là, on ne sait pas trop parce que les cartes sont brouillées à cause du COVID, puis des chaînes d'approvisionnement, puis des pénuries de main-d'œuvre, tout ça. Ça brouille un peu les cartes. Peut-être que le potentiel de production a baissé et donc l'écart au potentiel serait plus élevé qu'on pense, dans le sens de surchauffe, je parle. Et donc, basé sur les données qu'on peut estimer à peu près, on est encore en bas du potentiel ou pas en surchauffe extrême pour le moment. OK? Maintenant, le chômage américain et canadien, d'ailleurs, c'est un peu le même pattern. Vous remarquez qu'avant chaque récession, les récessions en passant, c'est les sections ombragées. J'ai oublié de vous mentionner ça. Là. Les sections ombragées que vous voyez sur le graphique, c'est les récessions. C'est les périodes de récession. Et pendant une récession, généralement, les indices boursiers, juste avant la récession et un peu pendant, les indices boursiers plantent beaucoup. Puis après ça, il y a des chasseurs d'aubaine, comme on dit, qui achètent des actifs à bas prix, n'est-ce pas? Les prix ont baissé beaucoup, donc tu achètes des actifs à bas prix. Puis les gens rentrent là, dans le marché à ce moment-là. OK? Ici, la même chose, le chômage, lorsqu'il arrive à un bas très bas, on appelle ça le chômage naturel, mais après ça, justement, il y a généralement une récession, puis là, le chômage augmente. Puis après ça, il y a une phase de baisse de chômage, puis après ça, il augmente. Et vous voyez très bien le pattern. Et donc, avant chaque récession, le chômage atteint un creux. Vous le voyez dans la récession de 1991, la récession de 2001-2002, la récession de 2008-2009 et même la récession de 2020, qui était peut-être pour arriver pareil, mais qui a été beaucoup plus brutale, évidemment, qu'attendu. En ce moment, on est à un chômage quand même assez bas, mais on pourrait encore avoir une année de baisse de chômage probablement. OK? Le marché du travail roule plein régime, à la fois au Canada et aux États-Unis. Ça, c'est pour les États-Unis. Il y a énormément de postes à combler. Ça, c'est le nombre de postes à combler, 12 millions de postes à 10 millions maintenant. Et personne pour les combler. Ils sont désespérés, les employeurs, pour trouver des gens pour combler des postes. C'est carrément ça. Et donc, ça, évidemment, ça nous mène à l'idée qu'il y a des contraintes à la production. Donc, les entreprises ont de la difficulté à produire.
Si on regarde l'écart de rendement entre les obligations à 10 ans et les obligations à 3 mois, donc la fameuse courbe de rendement, le différentiel de rendement entre les taux d'intérêt de long terme et les taux d'intérêt de court terme, ben, il n'y a pas de signal de récession, n'est-ce pas? Les signaux de récession, c'est lorsque la courbe de rendement s'inverse. En fait, il n'y a jamais eu de récession sans inversement de courbe de rendement. Et donc, chaque récession a toujours été précédée par les taux d'intérêt de court terme qui augmentent par-dessus les taux d'intérêt de long terme. Oui, c'est ça. Donc, vous le voyez ici, lorsque les taux d'intérêt de court terme augmentent par-dessus les taux d'intérêt de long terme, bien, le différentiel entre les deux devient négatif. Vous le voyez là. Et il y a une récession par la suite, 1 an environ là, après. Donc, vous le voyez très bien ici. Donc, toutes les sections ombragées et récessions ont été précédées par un inversement de courbe de rendement, n'est-ce pas? En ce moment, ça c'est très récent, là, je l'ai updaté. Toutes les slides que vous voyez là sont très récentes. Donc, on n'est pas en territoire de signal de récession en ce moment. Okay. Et donc, il n'y a pas de signaux de récession pour 2022-2023. Le taux du marché monétaire, ça c'est le taux de la Banque centrale. Okay? Le taux de la Banque centrale, même chose, il n'y a pas de récession. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas de récession sans resserrement monétaire avant. OK? Et le resserrement monétaire, c'est les campagnes de hausse de taux d'intérêt. Là. Vous les voyez très bien. Là. Ça, c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. OK? Et le Canada suit le même pattern beaucoup. Et donc, vous voyez que la Banque centrale augmente son taux. Là, elle arrête pendant un bout de temps. Il y a une récession, elle baisse son taux. Vous voyez, les zones ombragées, là, c'est les récessions. OK? Et donc, qu'est-ce que vous remarquez avant les zones ombragées? Il y a tout le temps une campagne de hausse de taux d'intérêt. Et donc, on n'a même pas commencé à augmenter les taux d'intérêt. Et donc, on n'est pas encore à un point, en tout cas théoriquement, où il y aurait une récession. Donc, je n'anticipe pas de récession pour 2022-2023. Par contre, 2024, il y a du risque pour 2024. Est-ce qu'il y a du stress corporatif? Est-ce que les entreprises font face à des hausses de primes de risque importantes? Non. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est l'écart de rendement entre les taux corporatifs, les taux d'intérêt que les entreprises doivent payer, en gros, sur la dette, là, et les taux sans risque. Et le différentiel entre les deux, c'est le graphique que vous voyez là. Donc, quand ça augmente beaucoup, ça veut dire que les taux auxquels les entreprises privées font face augmentent brutalement. OK? Et qu'est-ce qu'on constate? Bien, il n'y a rien à signaler. C'est vraiment. Ça, c'est encore une fois très récent. C'est en train d'arriver en ce moment. Donc, pas de panique. Pas de panique pour ce qui est du taux corporatif. Et donc, évidemment, vous voyez très bien l'effet de 2008-2009, c'était astronomique, astronomique, le stress sur les entreprises. Donc, qu'est-ce que disent les indicateurs? Conjoncture bonne, mais elle est en détérioration en ce moment à cause de la vague Omicron et tout ça. Là. Pas de signaux de récession pour 2022-2023 pour le moment. Et donc, en principe, les grosses baisses d'indices boursiers, c'est des occasions d'achat. Okay. En principe. Là, l'affaire de la Russie, à moins que ça dégénère, et ça se peut en passant, donc, je sous-estimais là, pas mal, là, comment dire, les intentions de Poutine. Mais ça peut dégénérer. Et donc là, évidemment, le portrait pourrait changer. Mais pour le moment, pas de signaux de récession 2022-2023. Fin des effets d'expansion fiscale. Donc, il y a eu beaucoup d'expansion fiscale, dépenses du gouvernement, tout ça. Support des ménages, appui des entreprises, etc. En 2021-2022. C'est pas mal fini là, à partir de deuxième moitié 2022 et 2023. Et donc, on va avoir une économie avec des vents contraires. Donc, elle va devoir avancer avec un peu de vent contraire. C'est-à-dire, la Banque centrale va commencer avec les freins, n'est-ce pas? Et le gouvernement va arrêter d'aider, si on veut. Donc, quel est le profil de taux d'intérêt pour 2022-2023? Ça va beaucoup dépendre du profil d'inflation et donc de la politique monétaire qui sont interconnectés, n'est-ce pas? Donc, quels taux d'intérêt sont importants? Les taux du marché monétaire, les taux de la Banque centrale. OK?
et les taux sur obligations fédérales à 10 ans. Donc, l'inflation à partir de juin 2022 devrait commencer à baisser. Les effets de base vont prendre fin, je l'ai mentionné. La pénurie de main-d'œuvre devrait un petit peu baisser, donc c'est-à-dire que les gens vont avoir moins de support financier, moins d'épargne accumulée, et donc vont devoir retourner travailler, disons-le. Et donc, les entreprises devraient peut-être pouvoir recommencer à trouver du monde pour travailler. Les chaînes d'approvisionnement, franchement, je ne sais pas si ça va s'améliorer tant que ça. Ce qu'on appelle les effets de deuxième ronde. Donc, ça aussi, c'est un gros point d'interrogation, c'est-à-dire il y a eu de l'inflation, ce qui a mené aux employés à obtenir des hausses de salaire assez importantes en passant. Ce qui, généralement, mène à des hausses de coûts de production, ce qui peut mener à des hausses de prix encore. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une spirale inflation-salaire. Donc, si on rentre dans une spirale inflation-salaire en 2022-2023, bien là, évidemment, ça serait un peu plus laid, n'est-ce pas? Et là, évidemment, la Russie avec l'Ukraine, cette histoire-là, ça va mettre des pressions, ça met déjà des pressions à la hausse sur le prix de l'énergie, ce qui met des pressions à la hausse sur l'inflation. Okay? Et donc, ça va avoir tendance à mettre des freins sur l'économie et les marchés financiers en 2022-2023. Okay? Donc, si on revient à la bonne vieille théorie monétaire, on a l'équation des échanges. Pour ceux qui connaissent ça, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le dis vite. À droite, les prix, c'est comme les prix dans l'économie. Okay? Les prix dans l'économie. Et le Y, c'est les biens et services. Donc, supposons qu'on échange des pommes, puis chaque pomme vaut 1 $. On a 10 pommes à 1 $. On a besoin de 10 $ de transaction, au moins, n'est-ce pas? Mais on peut faire 10 $ de transaction avec 5 $. Parce que je peux payer quelqu'un 5 $, puis ce quelqu'un-là peut payer quelqu'un d'autre 5 $, ça fait 10 $ de transaction. Et donc, le M, c'est le stock monétaire, et le V, c'est la vélocité ou la vitesse à laquelle la monnaie circule dans l'économie. OK? Et donc, si on isole les prix, ça donne MV sur Y, n'est-ce pas? Et bon, là, c'est une longue histoire, mais on peut penser qu'en ce moment, le V, qui n'était pas constant jusqu'à tout récemment, il était en baisse depuis 15 ans, il est plutôt constant en ce moment. Le V, là, la vélocité de la monnaie, est plutôt constant probablement en ce moment. Et donc, l'évolution des prix et donc de l'inflation, est fortement influencée par la croissance de la monnaie, moins la croissance de la production, le PIB. Y, c'est le PIB, la production. Et là, on va parler un peu de ça. Donc, voici l'inflation aux États-Unis et le même profil pour le Canada. On était au pic en écart de surchauffe, n'est-ce pas, en mini écart de surchauffe en 2019. Et vous voyez, on avait de l'inflation en hausse un petit peu, 2,5 dans ce coin-là, l'inflation. Et là, il y a eu la pandémie, l'inflation a baissé d'un coup. Effet de base, déconfinement, retour à la normale, etc. C'est ça qu'on vit en ce moment. Et donc là, on a de l'inflation à 7,5 aux États-Unis et autour de 6 là, au Canada. 5 points quelque chose. Et donc là, l'inflation est en hausse, n'est-ce pas, très forte. Mais ça, c'est le changement des prix, n'est-ce pas, c'est le changement des prix. Donc, on a l'effet de base, l'expansion monétaire, l'expansion fiscale et les contraintes de production, tout ça génère des pressions inflationnistes. Est-ce que les marchés anticipent beaucoup d'inflation à l'avenir? Bien, pas tant que ça. Ça, c'est les anticipations de long terme sur l'inflation aux États-Unis. C'est très récent, là, ça. Ça, c'est super à jour. Là. Les marchés anticipent 3 % d'inflation d'ici une couple d'années. Donc, ils voient l'inflation en ce moment comme temporaire et non permanente. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant. Donc, voici le stock monétaire M2 aux États-Unis. Il y a eu un saut brutal en 2020, énorme saut. En fait, le saut était de 25 %. Si on prend la période 2000-2019, l'expansion monétaire, la monnaie a augmenté à peu près à 6 % par année. Okay? Et donc, moins la croissance d'environ 3 % par année. Donc, ça donne à peu près 3 % d'inflation par année, n'est-ce pas? 6,3. Un peu moins que 3 à cause de la vélocité qui était en baisse. Puis là, on a eu un saut de 25 % de croissance du stock monétaire. Et donc, depuis le saut, donc depuis après le saut,
il y a quand même une croissance du stock monétaire de 10 et de 10 Et donc, ça roule pas mal au niveau de la création monétaire. OK? Et donc, c'est pour ça, évidemment, entre autres, qu'il y a de l'inflation, en plus des contraintes de production, en plus des effets de base, n'est-ce pas? L'épargne des Américains était très élevée, a été beaucoup dépensée, beaucoup dépensée, et donc est en train de revenir un peu à la normale, si on veut. Au Canada, on a beaucoup d'épargne encore. Énormément d'épargne. Ça, c'est le taux d'épargne des ménages. Il est astronomique en ce moment encore. Et donc, ça peut être dépensé, n'est-ce pas? Et il y a eu les dépenses de l'État. Effets de stimulation fiscale sont encore présents jusqu'à peut-être la fin de 2022, en gros, mais ils vont s'amenuiser à partir de 2023. Et donc, perte du moteur de croissance de dépenses de l'État, donc stimulation de dépenses de l'État, à partir surtout de 2023. Donc, l'effet neutre, je dirais un effet neutre des dépenses de l'État, alors qu'il était positif, il avait tendance à booster l'activité économique. Ça ici, c'est le stock monétaire qu'on appelle l'agrégat M2, donc pas grave, pas besoin de comprendre ça. C'est une mesure de monnaie là, dans l'économie au Canada et aux États-Unis. Et donc, vous voyez très bien le saut pour les deux en 2020, puis après ça, bien, ça augmente quand même à un bon rythme. La pente est assez raide. Et donc, c'est pour ça, évidemment, ça contribue à l'inflation, n'est-ce pas? Et donc, où vont tous ces billets-là, où va toute cette épargne et toute cette monnaie-là, soit en dépôt liquide, soit en actifs réels ou financiers, ça fait grimper le prix de l'immobilier, le prix des actions à la bourse, etc., n'est-ce pas? Ou bien ça va en dépenses de biens et services. C'est ça qui crée de l'inflation, parce que l'inflation est créée par trop de monnaie, trop de dollars, si on veut, qui courent après pas assez de biens et services. C'est ça de l'inflation, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de dollars qui courent après, donc il y a de la demande quoi, pour des biens et services, et il n'y a pas assez d'offres, il n'y a pas assez de production. Et donc, le combo des deux, bien, ça met des pressions à la hausse sur les prix. Tout comme s'il y a une panne d'électricité dans votre ville, puis tout le monde a besoin d'eau potable, bien là, les bouteilles d'eau potable deviennent super chères au dépanneur du coin, parce que tout le monde veut une bouteille, puis il n'y a pas assez de bouteilles à fournir pour tout le monde. Et bien ça, c'est un effet microéconomique, mais c'est la même idée un peu pour l'effet monétaire macro pour toute l'économie. Lorsqu'il y a trop de billets ou de monnaie ou de demande, si on veut, pour des biens et services et pas assez de biens et services fournis, bien, le combo des deux crée de l'inflation. Et c'est ça qu'on a en ce moment. Donc, il y a des contraintes de production et il y a beaucoup de demandes. Et donc, le combo des deux donne de l'inflation. Puis, évidemment, il y a les coûts de production, donc les salaires en hausse, très forte hausse, le prix de l'énergie qui augmente, le prix des intrants qui augmente, par exemple, les chips électroniques, tout ça augmente, sont même en pénurie. Et donc, l'inflation augmente à cause de tout ça. Maintenant, l'inflation temporaire, ce n'est pas grave. Ce qu'on appelle l'inflation transitoire. L'inflation plus permanente, ça, c'est beaucoup plus grave. OK? Et donc, c'est là où on va devoir s'y retrouver. Là. Ça, ici, c'est une mesure du niveau des prix aux États-Unis et le même pattern au Canada. OK? Le même pattern au Canada. Remarquez la pente. Donc, tu augmentes à 2 2 3 2 dans ce coin-là. Là. Depuis 2010, à peu près. Vous voyez très bien la pente. Il y a des petites fluctuations, mais il n'y a rien de majeur. T'sais. Puis là, à partir de 2021, ben, fin 2020, là, vous voyez vraiment la pente des prix qui augmente beaucoup plus vite. Et donc là, soudainement, le taux de croissance des prix est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire que l'inflation augmente. Est-ce que c'est permanent ou est-ce que c'est temporaire, cette affaire-là? Et donc, si c'est temporaire, ce n'est pas grave, ça va revenir à une pente plus normale par la suite, donc augmenter plus normalement. Si ça devient plus permanent, bien là, la Banque centrale va intervenir très brutalement en 2023 probablement. Okay? Et donc ça pose un risque pour le marché obligataire parce que tant qu'il n'y a pas d'inflation, la Banque centrale peut créer de la monnaie. Elle va sur l'ordinateur, elle fait plus 1000 milliards et elle achète 1000 milliards d'obligations, n'est-ce pas? Pour gonfler le prix des obligations et baisser les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Parce que le prix des actifs et les taux d'intérêt vont sans s'opposer. Mais s'il y a de l'inflation, alors la Banque centrale va devoir arrêter
d'acheter des obligations, n'est-ce pas? Et ils vont commencer à arrêter bientôt, d'ici la deuxième moitié 2022. Et donc, ça, évidemment, on va perdre quelque chose qui prévient une hausse de taux d'intérêt de long terme, parce que les achats, c'est des achats d'obligations fédérales à 10 ans. Et le rendement sur obligations fédérales à 10 ans, il conditionne tous les taux d'intérêt de long terme. Les hypothèques, les taux corporatifs, etc. C'est tout influencé par les taux d'intérêt de long terme des obligations fédérales à 10 ans. Donc, si la Banque centrale ne peut plus créer de monnaie parce qu'il y a trop d'inflation, elle va arrêter d'acheter des obligations fédérales à 10 ans. Et donc, si on veut la demande, on va dire, bon, c'est une longue histoire parce que c'est vraiment de l'offre, mais je sais que c'est plus intuitif avec la demande. Donc, la demande d'obligations fédérales va baisser. Et donc, le prix va avoir tendance à baisser. Et donc, les rendements vont avoir tendance à augmenter. Et donc, les taux d'intérêt de long terme vont avoir tendance à augmenter. OK? Et donc, ça, évidemment, c'est un frein pour les actifs boursiers, pour l'activité immobilière, etc. Et donc, ça, on va l'avoir un petit peu, c'est sûr, en 2022-2023, un resserrement monétaire. Okay? Donc, arrêt de création monétaire pour acheter des obligations, donc pression à la hausse sur les taux de long terme parce que pression à la baisse sur le prix des obligations de long terme, n'est-ce pas? Hausse graduelle des taux de court terme du marché monétaire. Et donc, risque de renouvellement, c'est-à-dire ceux qui renouvellent leur dette, ils vont devoir réemprunter à des taux d'intérêt plus élevés, n'est-ce pas? Et ça va pour les entreprises comme pour les ménages et les gouvernements d'ailleurs aussi. Donc, l'impact net va dépendre de la vitesse du resserrement monétaire. Donc, à quel point la Banque centrale va aller vite, de l'ampleur du resserrement monétaire. Qu'est-ce qu'elle va faire en termes de hausse de taux d'intérêt? Est-ce qu'elle va augmenter beaucoup, pas beaucoup, rapidement, pas rapidement? Et des anticipations des marchés sur tout ça. Donc, les marchés qui sont impactés par des chocs de taux d'intérêt, obligations fédérales, dette corporative, bourse et immobilier. Tout ça est frappé négativement en termes de prix d'actifs, là, je parle, par un choc de taux d'intérêt. Donc, il faut évidemment avoir une idée là-dessus. Et la dette corporative en pourcentage du PIB potentiel, donc en pourcentage du PIB moyen de l'économie, si on veut, a beaucoup augmenté dans les 10 dernières années. Okay? Et je note, donc ça, c'est le pourcentage de toute la dette corporative aux États-Unis par rapport au PIB potentiel. Et donc, vous voyez qu'il a augmenté beaucoup, évidemment, dans les 10 dernières années. C'est parce que les taux d'intérêt étaient en baisse constamment. Okay? Donc, ça permettait de l'endettement extra. Maintenant, je veux vous faire comprendre que la dette corporative, elle est interreliée aux actifs boursiers. OK? Pourquoi? Parce que les entreprises à la bourse, par exemple, ils peuvent emprunter, en gros, emprunter dans les marchés financiers, donc ça, c'est de la dette corporative, emprunter dans les marchés financiers et faire des rachats d'actions. Et donc, ça booste les indices boursiers, n'est-ce pas? Et donc, il y a une interaction entre la dette corporative et les indices boursiers. C'est les stock buyback, n'est-ce pas? Donc, les entreprises émettent de la dette, donc empruntent, utilisent ces fonds-là pour racheter des actions, ce qui gonfle le prix des actifs et donne des rendements pour les détenteurs d'actifs, n'est-ce pas? D'actifs de leurs actions. Et donc, si ça arrête, bien évidemment, là, tu vas perdre un soutien, si on veut, aux indices boursiers. Donc, les actifs sont effectivement assez élevés en ce moment. Bon, ça date de quelques jours, ces chiffres-là. C'est une mesure inversée. Et donc, quand tu es dans le rouge en haut, tu es dans overpriced. Donc, ce qu'on appelle le dividend yield, le rendement sur dividende, est très bas en ce moment. Et donc, ça signale que le prix des actifs est très élevé en ce moment, en fait. Et donc, si tu enlèves les liquidités disponibles dans les marchés, ça enlèverait du soutien au prix des actifs. Et donc, tu aurais une tendance de crash boursier, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Et vous voyez à la fin, là, c'est en territoire overpriced. Donc, quand tu es dans le territoire là, rouge, ça signale que les actifs boursiers sont passablement chers, si on veut. Et donc, il devrait y avoir une correction à la baisse. Donc, par exemple, donc là, je l'ai fait déjà. Ça, c'était même une annonce que j'avais faite là, sur mon LinkedIn. Donc,
en ce moment, le dividend yield, il était jusqu'à tout récemment là, à 1,25 %. Et donc, si tu prends pour acquis que la Banque centrale augmenterait ses taux de 0,25 à 1,5, le rendement sur dividende devrait aussi augmenter de 1,25 points de pourcentage, n'est-ce pas? Et si tu fais le calcul, là, je vous épargne les détails de tout regarder, de lire ça là, mot à mot, là, mais si tu fais le calcul, ça correspondrait en fait à une baisse d'indice boursier de 50 %. Donc, je ne dis pas que ça va arriver parce qu'il y a d'autres facteurs qui soutiennent les indices boursiers, la baisse de chômage et plein d'autres affaires, là. Mais puis les liquidités en circulation qui sont astronomiques, il faut qu'ils stationnent quelque part, n'est-ce pas? Mais quand même, tu vas avoir des pressions à la baisse sur les indices boursiers assez considérables. Et donc, la bourse en 2022, prix élevé déjà, peu de gros signaux de gains potentiels. Ça, c'était déjà le cas avant Omicron puis avant la Russie. Politique monétaire et taux d'intérêt un effet négatif. Dépenses de l'État, effet neutre. Donc, rien à signaler du côté de l'État. Réglementation par l'État, effet neutre aussi. Donc, rien à signaler. Baisse de chômage, effet probablement positif sur les indices boursiers. Épargne privée et hausse des salaires, probablement effet positif. Coût de production élevé et en hausse, effet négatif sur les indices boursiers et contexte international de toute évidence, effet négatif, n'est-ce pas? L'immobilier canadien, donc demande excédentaire structurelle au Canada. Ça, c'est une longue histoire, mais il y a une demande excédentaire. Donc, il n'y a pas assez de production d'immobilier au Canada. C'est vraiment très fondamental. Et en plus, avec l'immigration qui va redécoller là, à partir de cette année, ça va amplifier la demande d'immobilier. Et donc, en l'absence de choc énorme, c'est plutôt un soutien au secteur immobilier. Okay? Donc, pression à la hausse constante sur le prix de l'immobilier. Par contre, un choc de taux d'intérêt a tendance à tirer la baisse immobilier. Donc, tu as deux forces qui vont s'en s'opposer. Le chômage et le marché du travail vont être plutôt favorables, probablement. L'inflation et les taux d'intérêt vont être un frein au secteur immobilier en 2022-2023. L'épargne des ménages est très favorable, surtout au Canada. Les effets de richesse encore positifs, donc c'est-à-dire les gens sont riches, ils sont propriétaires d'une maison qui a pris bien de la valeur, mais ils vont être en ralentissement, ils vont commencer à se calmer les nerfs un peu en 2023 surtout. Conjoncture générale, ça dépend beaucoup des banques centrales du resserrement monétaire. Okay. Et donc, où stationner ces fonds dans tout ça? Est-ce que tu vas dans les actions, dans les obligations fédérales de 10 ans, marché monétaire, marché étranger? Bien, marché étranger, avec l'Ukraine, là, pour le moment, j'attendrai que ça se calme un peu, voir ce qui se passe. Là. Ou bien les obligations corporatives. Donc, dans le temps de haut stress, bien là, tout le monde se lance soit sur les obligations gouvernementales ou bien dans le marché monétaire directement. Quand les choses se dissipent, comme quand le stress se dissipe et le paysage devient un peu plus ensoleillé, si on veut, bien là, les gens vont vers le marché boursier, n'est-ce pas? Donc, excusez mon chien qui semble avoir vu un chat. On l'entend japper. Donc, à surveiller en 2022-2023, confinement, reconfinement, COVID, nouvelle vague, je ne sais trop quoi, là, évidemment. Les élections en 2022 pourraient complètement paralyser Biden. Donc là, ce n'est pas un parti pris, là, OK? Donc, je ne dis pas que je suis pour un ou l'autre, là, je vais juste dire c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que si le Parti républicain reprend les deux, le Sénat et la Chambre des représentants, surtout le Sénat, ben Biden va être complètement bloqué. Donc, il ne pourra rien faire. Donc, il n'y aura pas de stimulation fiscale garantie, ni de programme d'infrastructure, ni rien de ça. L'inflation, les taux d'intérêt, moi, j'anticipe une approche graduelle des banques centrales, personnellement. Je ne pense pas qu'ils vont y aller violemment. OK? Ils vont y aller prudemment pour justement ne pas plonger l'économie dans une récession. Et évidemment, les stress géopolitiques, ça, c'est toujours au cas par cas. Des fois, ce n'est pas un big deal. Des fois, ça fait des gros chocs énormes. Les risques à plus long terme, donc prochaine décennie, 20 ans, bien évidemment, il va y avoir des pressions fiscales sur les dépenses gouvernementales. Et donc, les taxes, les coupures de dépenses, tout ça va être à surveiller un peu. Inégalité de revenus et de richesse, je pense que ça va
devenir peut-être problématique dans certains pays, entre autres aux États-Unis, à mon humble avis, qui engendre ou disons, participe au troisième point, les tensions et les divisions sociales. Le repli, le tribalisme, la fragmentation sociale, etc. Donc, ils vont avec, entre autres, avec l'inégalité, pas juste ça, mais les changements, tout ce qui est environnemental. Donc, ça, on ne va rien faire en passant. Donc, il n'y a rien de significatif qui va être fait sur le niveau environnemental parce que tous les coûts sont toujours, et il y a des coûts considérables en passant aux politiques environnementales. Et donc, il ne va rien se faire parce que généralement, à court, moyen terme, c'est juste des coûts. Donc, le prix de l'énergie augmente, etc. Tout ça. Et donc, là, le peuple ne devient pas content. Tu perds tes élections. Donc, c'est jamais le bon moment, si on veut, de faire des politiques environnementales vraiment ambitieuses. Je parle vraiment qui font une différence. Parce qu'il y a souvent un coût négatif à court terme, court, moyen terme. Et donc, il ne va rien se passer. Mais évidemment, à long terme, ça va devenir problématique. Surtout très long terme. Peut-être pas nous, là, de notre vivant, mais les autres suivants, eux autres, ils vont vivre avec pas mal. J'anticipe des tensions géopolitiques majeures en montée considérable à partir de maintenant. Vous le voyez émerger. Donc, il y a une réorganisation de toutes les forces géopolitiques internationales. La Chine qui a des visées sur Taïwan, la Russie qui veut réabsorber l'Europe de l'Est, etc. Et évidemment, une autre pandémie, on ne sait jamais. Hein. Soit une vague COVID ou bien une autre pandémie complètement. Donc, ça se peut, ça, là, on ne sait jamais. Et ça peut être pire, ça peut être encore plus mortel, plus. On ne sait pas trop. T'sais. Donc, ce sont les grands risques plus à très long terme, donc 2030, 2040. Mais pour le reste, j'ai parlé beaucoup de la conjoncture, taux d'intérêt, inflation, fluctuation de court terme. Et donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à mon courriel HEC, par exemple. Là, donc, j'en ai plein. Donc, pascal.bédard@hec.ca. Si j'ai le temps, je vais répondre à vos questions. Vous pouvez visiter mon site web pascalbédard.com. Joignez-vous à moi sur mon réseau LinkedIn. Ça va me faire plaisir. Ou sur Facebook, Pascal Bédard, économiste. Donc, j'ai un Facebook. Mais évidemment, maintenant, on peut prendre le temps de jaser un peu, donc de discuter. Je vais aussi placer cette présentation-là avec les échanges. Donc, je vais attendre là, sur mon YouTube, là, si on veut. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, si vous avez des connaissances qui ont de la famille en Ukraine ou même en Russie, ce serait une bonne idée d'envoyer un message de support. Ben oui, définitivement, mes pensées, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Là. Donc, mes pensées sont avec les citoyens, les militaires et les politiciens ukrainiens. Les citoyens, pour des raisons évidentes, c'est qu'ils sont pris avec une superpuissance qui est en train de prendre en charge leur pays et pas de façon douce, là. On le voit très bien. Les militaires, pour des raisons évidentes, c'est que malheureusement, je ne sais pas malheureusement ou heureusement, je comprends les affaires stratégiques, tout ça, là, mais les États-Unis, la France, les grandes puissances militaires extrêmes, la France est une puissance militaire absolument monumentale. Ils disent des mots, ils disent on vous supporte, on est avec vous, mais ils ne vont pas rentrer en Ukraine militairement pour vraiment confronter directement la Russie. Et donc, l'Ukraine, qui, en passant, a une armée quasiment comme le Canada, c'est-à-dire rien du tout, doit faire face à l'armée russe. Donc, j'ai toujours une pensée pour les militaires. Imaginez là, que vous êtes un militaire ukrainien, que vous vous faites dire d'arrêter les Russes. Alors, disons qu'ils doivent être braves, là, je ne sais pas trop, mais puis ils doivent être passablement terrorisés. Et les politiciens ukrainiens, en passant, qui sont officiellement ciblés pour assassinat par l'armée russe.
Il y a même des listes qui circulent. Et donc, il faut être brave juste de rester là, juste d'être resté en Ukraine, parce que tu sais que Poutine s'en vient après toi. Donc, mes pensées sont absolument, quelqu'un mentionnait, donc, pour le peuple russe, les politiciens russes, pas russes, mais ukrainiens, et les militaires ukrainiens qui vont faire face à la deuxième puissance militaire mondiale. Donc, ça, c'est mes pensées. Donc là, on va passer à d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions sur la conjoncture économique, des questions de l'inflation, taux d'intérêt? Donc, oui, je vais mettre, il y a des gens qui me posent des questions en privé, là, je vais mettre tout ça sur mon réseau, sur mon canal YouTube. J'ai un canal YouTube, Pascal Bédard, là. Je me souviens plus trop du nom, là, mais et donc j'ai plein de capsules là-dessus, même des capsules d'éducation, tout ça. Donc, je vais mettre ça là-dessus. Donc, voilà. Le PowerPoint, ben, ici, il va être dans les capsules. Donc, je veux dire qu'il va être avec la vidéo. Si vous voulez vraiment le PowerPoint, vous pouvez m'envoyer un courriel. Si je peux vous l'envoyer, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Alors, en gros, mon take-home, c'est que j'anticipe pas de récession pour 2022-2023. J'anticipe un très haut risque de récession pour 2024, c'est-à-dire l'année des élections. Et donc, pour le moment, j'anticipe que Biden va perdre ses élections et que les démocrates, en général, vont perdre les élections de 2024, juste parce que quand tu es au pouvoir et qu'il y a une récession, tu perds. C'est presque systématique. La corrélation est de 0,85, je pense, 85 %. Donc voilà. Est-ce que le prix de l'immobilier va continuer à augmenter jusqu'à quand, en considérant la hausse des taux d'intérêt et les milléniaux sont rendus à l'étape de leur vie? Les facteurs d'immigration, comme je l'ai dit, je pense, ben, il y a quelqu'un de Scotiabank qui a fait un excellent rapport sur la situation structurelle de l'immobilier au Canada. Il y a une demande excédentaire, ou on peut le voir autrement, un manque d'offres chronique, pas temporaire, un manque chronique de production d'immobilier au Canada. Et donc, même si les taux d'intérêt vont probablement... Donc là, en économie, le problème, comme disait Pierre Fortin, un économiste, ça fait des régressions dans sa tête. Donc là, une régression, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs variables qui bougent en même temps. Donc là, vous avez les taux d'intérêt qui vont augmenter. Ça met des pressions à la baisse sur le secteur immobilier, c'est garanti. Mais vous avez le facteur manque d'offres, immigration, qui met des pressions à la hausse sur le prix de l'immobilier et la demande, d'ailleurs, en général, de l'immobilier. Et donc là, vous avez comme des affaires qui vont vers le haut et vers le bas. Puis des fois, déterminer quel est l'effet net, ce n'est pas évident. OK? Mais à mon avis, l'effet net, ça va être une hausse continue des prix de l'immobilier, surtout au Québec, qui est en retard sur le reste du Canada. Vous pensez que les prix de l'immobilier à Montréal sont élevés en ce moment, mais croyez-le ou non, on est en retard sur le prix de Toronto. T'sais. Et Montréal, c'est une très grande ville majeure, c'est une ville urbaine majeure. T'sais. Et donc, ce serait comme normal que le prix de l'immobilier continue d'augmenter beaucoup, surtout dans les régions, les secteurs urbains, surtout. Mais je dirais en général. Par exemple, là, vous avez une grosse poussée vers le sud, donc vers Longueuil, etc. Parce que là, les gens, ils trouvent ça trop cher à Montréal, donc ils veulent aller vers Longueuil. Donc, vous allez avoir des pressions encore à la hausse considérable, probablement au niveau structurel. Mais les effets de l'inflation et des taux d'intérêt à la hausse vont avoir un effet calmant, si on veut, sur l'immobilier pour les prochaines années. Okay. Mise de fonds sur ma maison, garder mes fonds d'investissement. Bon, ça, c'est votre décision. Une mise de fonds, c'est toujours une bonne idée. 20 %, c'est un excellent padding. Et c'est plus sécure que vos fonds à la bourse. Les rendements boursiers pour la prochaine année, même avant
même avant 2020. C'est comme, je veux dire, avant Omicron, puis avant la Russie, là, en ce moment, même avant ça, c'était positif, mais limité. Et c'était pas spectaculaire, là. Le potentiel haussier de la bourse, juste à cause du dividend yield qui est bas, là. À un moment donné, tu atteins vraiment des niveaux quand même assez élevés de prix. Et donc, mettre une mise de fonds élevée sur votre maison, ben, c'est toujours bon, c'est de l'enrichissement garanti. Mais je comprends qu'il y a un coût d'opportunité, c'est que tu pourrais mettre ça ailleurs, mais c'est un coût d'opportunité qui est plus risqué, surtout si tu le mets à la bourse ou encore pire dans les cryptos, évidemment. Quelqu'un qui dit je travaille en immobilier, donc, considérer les coûts d'opportunité, oui, c'est ça. Quel est votre loyer? Bon, c'est ça, exactement. Quel est le document? Donc, il y a quelqu'un qui me dit. Donc, je l'ai mis sur mon fil, le document là, de la Scotiabank là, que j'ai mentionné, là, je l'ai mis sur mon fil LinkedIn. Donc, allez sur mon LinkedIn, là, mon profil, puis allez dans l'historique, là, puis à un moment donné, vous allez trouver, je l'ai linké, là, le document de la Scotiabank. OK? Ensuite, est-ce que la guerre qui commence va-t-il ralentir la décision de la Banque centrale, la Fed? Ça, c'est une très bonne question. Peut-être pour les deux, peut-être pour mars, avril, mai. Pas arrêter complètement. C'est-à-dire, ils vont pas. Je pense qu'ils vont commencer à augmenter les taux pareils, en passant. Mais ils vont changer de ton peut-être. Ils vont peut-être, ce qu'ils vont dire, parce que c'est très important en passant. Les gens pensent que la Banque centrale influence les marchés juste par les taux d'intérêt de court terme ou bien par les achats et ventes d'actifs. Mais un troisième canal d'influence des banques centrales, ils le savent très bien en passant, et je l'enseigne dans mon cours Monnaie, Crédit et Banque à HEC, c'est carrément ce qu'ils disent. Donc, ce qu'ils disent, ça influence beaucoup, beaucoup les marchés financiers et l'économie réelle aussi. Et donc, là, ce qui arrive en ce moment en Ukraine, ça va peut-être changer là, ce qu'ils vont dire. Ils vont en tenir compte, probablement. Ouais. Pensez-vous que la Fed a trop tardé à resserrer sa politique monétaire considérant les fortes pressions inflationnistes? Peut-être, oui. Peut-être qu'il aurait dû commencer à resserrer un petit peu avant. C'est parce que pour que tout le monde comprenne, c'est une hausse de taux d'intérêt peut se faire de plein de façons. Tu augmentes comme ça, très rapidement, en 6 mois, tu augmentes ton taux d'intérêt de 2 points de pourcentage, ou bien tu augmentes bien graduellement, tranquillement. Personnellement, je suis de l'école graduelle. Donc, je pense qu'il aurait dû commencer à augmenter les taux avec des communications soft, dire on va tranquillement commencer à resserrer la politique monétaire, mais faites-vous-en pas, on ne va pas créer de choc, etc. Donc, personnellement, je suis de cette école-là, mais bon, les opinions ne sont pas vraiment importantes. En analyse de conjoncture, on regarde ce qui est, non ce qu'on trouve qui devrait être. Et donc, voilà. Okay. Raymond, Sébastien, vas-y. Salut Pascal, est-ce que tu m'entends bien? Oui, vas-y. Merci pour la présentation, super intéressant. Ça me rappelle mes cours d'économie avec toi à l'université. J'ai 2 questions, une plus pratique, puis l'autre un peu plus théorique. Si on se concentre sur le Canada, puis les anticipations de hausse de taux d'intérêt, donc je comprends là, que ce que tu anticipes de ton côté, c'est une approche qui est graduelle. C'est ce à quoi je m'attends aussi. Donc, il y a certaines banques, là, des équipes d'économistes qui se sont avancées. Desjardins, je pense, qui misent sur 3 hausses cette année. Puis, tu as d'autres institutions comme CIBC ou RBC, je pense, qui sont plus comme dans le 6 à 7 hausses. Une approche graduelle pour toi, ça se résume à combien de hausses, disons, en 2022, 2023? Bien, c'est parce que là, ta question,
c'est important de nuancer, là, parce que si tu fais 3 hausses en 2020, pour ce qui reste de 2022, et 3 hausses de taux d'intérêt en 2023, je compte au complet, là, mettons, ça serait graduel. T'sais. Si tu fais 6 hausses en 2022, c'est un petit peu plus raide. Un peu plus raide. Là. Donc, la vitesse de hausse de taux d'intérêt est très importante. En fait, et elle va influencer beaucoup les marchés financiers. C'est un peu comme tu conduis une voiture. Si tu t'en vas à 140 km/h dans une pente descendante, puis tu sacs les breaks dans une courbe, ça peut mal virer. Donc, tu peux prendre le champ. Tandis que quand tu vois que tu es en train de prendre une pente qui est longue, ben là, tu commences à tranquillement mettre les freins. Et donc, c'est un peu l'idée de l'approche graduelle. Donc, je pense qu'ils vont y aller graduellement pour éviter un dérapage. Donc, je pense qu'ils vont augmenter probablement au Canada. Au Canada. Aux États-Unis, je pense que ça va être un petit peu plus raide. Je pense que ça va être plus raide aux États-Unis qu'au Canada. Donc, aux États-Unis, ils vont y aller. Au Canada, ils vont peut-être y aller avec 3, peut-être 4 hausses en 2022, selon à partir de juillet, ce qui va arriver avec l'inflation. Oui. Puis, aux États-Unis, peut-être graduel, mais moins graduel, c'est-à-dire plus raide. Parce qu'eux autres, leur profil inflationniste est un peu inquiétant. Quand tu commences à frotter 8 là, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de l'inflation comme ça. Malheureusement, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, je vais juste vous dire, les banques centrales, ils font face à un compromis. OK? Donc, si tu veux combattre l'inflation, vraiment, surtout beaucoup, là, tu veux vraiment baisser l'inflation pas mal, il faut que tu foutes les freins sur l'économie. Et ça veut dire qu'il va y avoir du chômage, plus qu'il y aurait eu. Et ça peut créer même des crashs boursiers, etc., etc. Puis il faut que tu sois assez crédible dans ton maîtrise d'inflation pour dire, regardez, je suis prêt à faire ça, tellement je suis crédible dans ma maîtrise d'inflation. Je suis prêt à crasher les marchés. Je suis prêt à créer de l'inflation parce que avoir l'inflation basse à long terme, c'est plus important pour moi, la Banque centrale, l'autorité monétaire, que tout le reste. Okay. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le patrimoine de crédibilité là, des banques centrales. Ils tiennent mordicus. Et dès qu'ils vont voir que leur patrimoine de crédibilité s'effrite, ils vont vouloir le rétablir. Et pour le rétablir, des fois, c'est assez brutal. Et c'est là que je dis que si, c'est un énorme si, c'est pas ça que je pense qui va arriver, mais si l'inflation demeure élevée en 2023, là, ça va devenir beaucoup plus sérieux. Beaucoup, beaucoup plus sérieux. Ça pourrait être un gros crash. Et donc là, il y aurait une récession en 2024, parce qu'il y a tout le temps un an, à peu près, là, de lag, là, de retard, entre la politique monétaire et son effet, si on veut, sur l'économie réelle. Azem, oui, vas-y. Alors, bonjour, Monsieur Pascal. Je vous remercie d'abord pour cette rencontre, toujours intéressant de t'écouter. Donc, ma question, en fait, vu que les analystes des banques ou des institutions financières ont déjà fait des prévisions de 3 à 6 augmentations des taux d'intérêt, donc, est-ce que vous pensez que les prix des actions sont full priced in ou pas encore? Non, c'est pas priced in complètement, incroyablement, d'ailleurs. Incroyablement, ce n'est pas complètement priced in. Je pense pas, en tout cas. Ça, c'est mon 2 cents, comme on dit. Autrement dit, je pense que les marchés, ils pensent encore que les banques centrales bluffent. Et vous pensez, du coup, vous pensez que ça va durer combien de temps encore cette baisse sur le marché financier, par exemple? Pardon, la baisse? Oui, cette baisse, vous pensez que ça va durer encore combien de temps? Est-ce qu'on parle… La baisse des indices, on parle. Exactement, oui. Okay. Là, avec la Russie, c'est sûr que ça pourrait s'éterniser parce que si la Russie
vraiment fait une vraie invasion, bien là, je dis si, ça a l'air d'être ça, mais comme une grosse invasion complète de tout le pays au complet, de l'Ukraine, ça va prendre plus qu'une couple de jours. Et, et ça pourrait être long. Et tant que ça va continuer comme d'être dans le paysage, plus l'inflation élevée, plus la menace de resserrement monétaire, ben tout ça, c'est des vents contraires. C'est des vents contraires. Et donc, il faudrait que le paysage s'éclaircisse, si on veut, pour qu'après ça, les indices boursiers remontent. Si ça s'éclaircit, bon, avec là, la Russie, ça semble vraiment être beaucoup plus laid que je pensais que ça serait. Si ça devient tout un truc là, où ça s'enlise, puis là, bon, ça peut être un peu plus long que je pensais. Mais ça pourrait être des belles occasions, si on oublie complètement le côté dramatique, là, ça pourrait être des belles occasions d'achat à bas prix. Mais, du coup, vous pensez qu'à partir de quand à peu près on pourra dire que voilà, les prix des actions ils sont full priced in par rapport aux Il faudrait que tu augmentations? aies une grosse baisse. Il faudrait que tu aies une bonne baisse bien sentie, puis combinée à un paysage qui semble un peu s'améliorer. Donc, c'est quoi un paysage qui s'améliore? En gros, c'est très simple. L'inflation se met à baisser. Puis les affaires avec l'Ukraine se calment dans le sens, peut-être que la Russie va prendre en charge toute l'Ukraine. Bon, là, alors là, je vais vraiment parler froidement, mais comme là, les gens, tout le monde va dire, OK, ben c'est comme ça, comme c'est tout, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, si ça arrive, ça pourrait se calmer dans le sens que les gens diraient, bon, ben c'est dommage pour les Ukrainiens, c'est genre. Puis là, mais le paysage se tasserait, en fait, bizarrement. La Russie prendrait en charge l'Ukraine. S'il y a des puissances militaires, ça me surprendrait beaucoup, mais là, j'ai été surpris une fois, donc je vais le dire. Là. Supposons que la France, par exemple, méga puissance militaire, décide de s'en mêler directement. Je ne parle pas juste en parole puis en disant qu'ils trouvent ça triste, puis tout ça, là, mais carrément, militairement, d'aller aider l'Ukraine. Là, c'est tout un autre. C'est tout un autre truc. Là, tu as deux méga puissances qui rentrent direct en guerre. Alors là, ça dégénère solide. Mais je ne pense pas que ça va arriver parce que tout le monde est très. Ben, Poutine, peut-être pas complètement, mais le reste du monde est pas mal rationnel. Donc, ils font le calcul à l'avance. Ils disent, ben là, si je rentre en guerre avec la Russie, ça va devenir très laid, etc. On ne peut pas aller là. Et donc, malheureusement, ils vont laisser le peuple ukrainien à eux-mêmes. Ou heureusement, vous le voyez comme vous voulez. Certainement, malheureusement, pour l'Ukraine, comme pour le peuple eux-mêmes. Ça, c'est sûr. Donc, autrement dit, il faudrait qu'il y ait une bonne baisse et un éclaircissement par la suite avec le côté inflation, côté banque centrale qui arrête d'augmenter les taux d'intérêt et côté situation géopolitique. Les trois, si tu as eu une bonne baisse, ces trois-là se tassent un peu, alors là, tu achètes. Tu achètes des actifs. D'accord. Puis ma deuxième question, s'il vous plaît. Parlons un peu de business cycle ou cycle économique. Donc, on a eu l'expansion. Puis, est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà passé la phase de pic et là, on est dans late, qui est la troisième phase, et après, on aura la récession. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la troisième phase? Oui, je dirais que si on remonte là, tu te souviens, si on remonte à mon truc sur ça ici, je dirais on serait proche de la ligne rouge. Donc, ça, c'est phase late. Ouais. C'est-à-dire, tu peux passer 1 ou 2 ans, généralement, c'est ça d'ailleurs, 1 ou 2 ans en haut du potentiel avant de se mettre à baisser. Et donc, c'est pour ça que ça correspond à 2023-2024. Comme le timing de la récession, ce serait comme purement en calcul, disons, approximatif, ce serait 2024, la récession.
Ouais. D'accord. Du coup, maintenant, on est dans la phase 3, c'est ça? Ouais. Ouais. Parfait. Je dirais, ouais. Puis, ma dernière question, s'il vous plaît, par rapport à l'inversion de la courbe des taux, parce que moi, je vois ici 10 years, 10 ans moins 2 ans, elle est en train de baisser la courbe et elle est maintenant à 0,4. Mais ce que vous avez montré, c'est 10 ans moins 3 mois et elle a été en train d'augmenter. Donc, j'aimerais bien avoir. Ben, c'est parce que le 2 ans, le rendement à 2 ans, il représente intégralement les anticipations du marché. Le taux du rendement à 2 ans, c'est très simple. C'est ce que le chiffre, c'est ce que les marchés pensent que la Banque centrale va faire avec ses taux court terme. Et donc, ce que tu vois, c'est les anticipations sur la politique monétaire, mais ce n'est pas encore un resserrement monétaire effectif qui est dans les taux visibles, dans les taux très court terme. Donc, c'est pour ça que je préfère le 3 mois que le 2 ans. Donc, je vais passer à une autre question. Marc-Antoine, vas-y. Merci beaucoup. Okay. Ouais, salut, merci Pascal. Moi, j'ai une question. En fonction avec le niveau de la dette, on sait qu'il a augmenté beaucoup, mais tu parles souvent que ce qui est plus important à regarder, c'est le service de la dette. Ça, c'est très faible, évidemment. Mais avec les taux d'intérêt aussi bas, à quel point ce service de la dette-là, il est sensible? Tu sais, en ce moment, on parle de moins de 10 du PIB, mais ça ne prend pas beaucoup d'augmentation avant que potentiellement ça double. Oui. Puis avec les recettes fiscales qui sont en baisse, ça... Oui, c'est sûr que si tu as un choc de taux d'intérêt permanent, ce que je n'anticipe pas, mais disons que ça arrive, comme très théoriquement, si tu as un choc, donc pour ceux qui nous écoutent, une hausse de taux d'intérêt permanent, okay? Donc, et non temporaire. Permanent. Donc, c'est genre les taux d'intérêt nominaux là, de marché, là, je ne sais pas moi, mettons l'obligation à 10 ans, par exemple, passe de, ben là, on est autour de quoi, là, 2, là, grosso modo. Là. Il passe de 2 à 3 ou 4 pour toujours. Okay? Donc, pour les 10 prochaines années. Là, tu aurais un problème de service de la dette qui pourrait émerger. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Je ne pense pas que ça va arriver parce que je pense que l'inflation va rebaisser à partir de 2023 surtout. Et les forces structurelles qui tendent à baisser les taux d'intérêt vont remonter à la surface. Vieillissement de la population, inégalité de richesse, technologie, etc. Tout ça, c'est des forces structurelles qui tirent à la baisse les taux d'intérêt. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet sur tout ce qui a rapport avec la dette fédérale. Fait qu'on peut s'attendre à ce que les taux d'intérêt réels restent potentiellement très près de zéro. Là. Ah oui. Même négatif, oui. Ou certainement proche de zéro. Ouais. Merci. Il y a Simon, c'est toi Simon qui... non, c'est qui? En tout cas, Simon nous dit, pour moi, l'inflation qu'on voit aujourd'hui n'est pas seulement due aux mesures de QE, la Fed, pour supporter l'économie américaine, mais depuis 2007-2008, puis d'ailleurs, 7,5 % d'inflation ne fait aucun sens si on regarde les chiffres par secteur immobilier, essence, commodité, nourriture. Très loin de 7,5 %. Ben là, attention, là, la mesure de l'inflation par l'IPC, c'est bel et bien la mesure de l'inflation par l'IPC. Il y a des secteurs qui ont une inflation sectorielle de 20 %, c'est sûr, mais ce n'est pas ça l'inflation. L'inflation, c'est un panier de biens-services pondéré pour ce qu'on estime être les dépenses moyennes du consommateur moyen. Donc, par exemple, au Canada, on a un panier de 30 % qui va en paiement de loyer ou d'hypothèque, etc. Bon, la bouffe, les vêtements, tout ça. C'est pondéré. Et puis, c'est mesuré aux États-Unis, c'est le Bureau of Labor Statistics. Puis au Canada, c'est Statistique Canada. Donc, si on prend les chiffres publiés combinés avec les autres problèmes qu'on a, comme la chaîne d'approvisionnement, oui, ça, je suis d'accord, la Fed ne peut rien faire contre l'inflation. Elle est responsable de l'inflation que l'US connaît, mon point de vue. Bien, elle est en tout cas certainement en partie responsable. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans la présentation. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour baisser l'inflation? Alors ça, je vous garantis que oui. S'il y a quelque chose qui est facile pour une banque centrale, c'est de baisser l'inflation.
augmenter l'inflation, croyez-le ou non. Une banque centrale qui veut augmenter l'inflation lorsque l'inflation est trop basse, en fait, croyez-le ou non, c'est beaucoup plus difficile d'augmenter l'inflation que de baisser l'inflation. Alors là, ça, les raisons, il faudrait que je prenne 5 minutes, puis je ne veux pas là, pour expliquer tout ça de long en large. Là. Mais ce n'est pas symétrique du tout. Ce n'est pas symétrique. Baisser l'inflation pour une banque centrale, ça, je vous le promets, c'est la chose qu'elle peut faire. Ça, je vous garantis. Et c'est très simple. Elle sort la masse, okay? Elle sort la massue, là, puis elle écrase l'inflation avec les taux d'intérêt. Puis ça marche, je vous le promets. Donc, elle augmente les taux d'intérêt. Si ça ne marche pas, elle augmente plus les taux d'intérêt. Puis à un moment donné, ça va marcher. C'est-à-dire, si elle augmente, mettons, en ce moment, on est à un taux d'intérêt de 0,25 là, le taux de la Banque centrale, donc quasiment zéro. S'il augmente à, je ne sais pas, moi, mettons 1,5 et ça ne freine pas encore l'inflation, bien, ils vont y aller à 2. Puis si ça ne freine pas encore l'inflation, ils vont y aller à 3, etc. Et je vous promets qu'à un moment donné, ça va mordre. Je vous promets. Donc, à un moment donné, les hausses de taux d'intérêt écrasent complètement l'inflation. Mais évidemment, le prix à payer, c'est du chômage. Le chômage augmente. Et là, ben, quand la Banque centrale est sérieuse à propos de ça, elle écrase complètement l'économie avec des hausses de taux d'intérêt. Oui, on est sûr que l'IPC, donc le CPI, le Consumer Price Index, ou bien l'IPC en français, l'indice des prix à la consommation, représente la véritable inflation. Oui, à peu près, plus ou moins. Là, il y a des billets de différence. Là. Ça, c'est une longue histoire, là, mais ce n'est pas assez gros. Donc, ça représente la vraie inflation à peu près. Oui, absolument. Oui. Donc, la personne, c'est parce que les gens pensent que ce n'est pas le cas, parce qu'on a des biais cognitifs. Là, je vous le dis, soyez conscient que vous avez, j'ai aussi, tout le monde, là, on a des biais cognitifs. Donc, tu vas acheter, genre, ton épicerie, puis là, tu achètes, je ne sais pas moi, ta canne de haricots, tu sais, puis ta canne de haricots est passée de 1 $ à 2 $. Puis là, tu n'en reviens pas, tu sais, tu n'en reviens pas, tu te dis, voyons donc, les prix ont doublé, tu sais, parce que tu viens d'acheter une canne qui a doublé de prix. Là. Puis là, parce que tu as un biais cognitif, tu focuses là-dessus. Là. Tu es en train de regarder ça beaucoup. Là. Et tu penses que tous les prix ont doublé. Puis là, tu trouves que l'inflation de 7 %, c'est pas vrai parce que toi, ce que tu vois dans ta vie, c'est 100 % ou 50 % ou whatever. Ça, c'est des effets de biais cognitifs. C'est pour ça qu'il y a des agences statistiques qui se foutent des biais cognitifs, qui font la mesure des prix des biens et services. C'est un panier pondéré. Puis oui, l'inflation est à peu près de 7-8 % au Canada, ce qui est élevé en passant. Hein? C'est quand même élevé. Il y a des affaires qui frappent plus que d'autres, évidemment. La hausse de l'immobilier, la hausse des taux d'intérêt. Ce n'est pas de l'inflation en soi, mais ça frappe beaucoup, parce que là, il faut que tu payes plus en dette, tout ça. Et donc, l'inflation, oui, elle est tout à fait représentative. Avec les sanctions économiques qui commencent et qui risquent de se multiplier contre la Russie, que penses-tu des effets potentiels? À ton avis, est-ce que les effets sur l'offre, chaîne d'approvisionnement, prix de ressources, risquent de se faire sentir jusqu'aux États-Unis? Bien, via le prix du pétrole, oui. Via les autres affaires, non. Donc, le prix du pétrole va augmenter, oui. À cause de ça. Là. La Russie, c'est un méga producteur de pétrole et fournisseur mondial. Et donc, ça va tout chambouler le marché mondial du pétrole et donc l'inflation, parce que le pétrole nourrit en partie l'inflation. Et donc, oui, à ce niveau-là. Pour les autres choses, je ne pense pas. Je pense pas. Combien ça se fait que la Chine n'a souffert nullement des taux d'inflation ou très peu et n'a jamais eu besoin de monter les taux d'intérêt? C'est parce qu'ils ont une surproduction, la Chine. Ils ont une capacité excédentaire excessive, extrême. Donc,
Autrement dit, ils produisent énormément plus de biens et services que ce qui est demandé. Et donc, c'est comme s'il y avait 100 bouteilles au dépanneur du coin dans votre quartier, 100 bouteilles d'eau. Puis il y a juste 10 personnes qui en veulent. Ils veulent une bouteille chaque. Il n'y a rien là. Et donc, il n'y a pas de pression sur les prix parce qu'ils sont capables de fournir. C'est ça l'idée de la Chine. Ils sont en offre excédentaire permanente. Donc, c'est pour ça. Bon, il y en a que je ne comprends pas trop. Là. Deuxième petite question. Tu fais que l'épargne des ménages est bien plus élevée au Canada qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On a moins dépensé. Puis la PCU s'est étirée plus longtemps. La prestation canadienne d'urgence s'est étirée plus longtemps ici qu'aux États-Unis. Et très généreuse. Et donc, le combo de tout ça, ben, ça fait que les Canadiens sont plus riches. Voilà. Donc, la Chine joue sur sa monnaie et contrôle mieux son économie. Je ne veux pas me lancer là-dedans. Il faudrait que je fasse tout un cours de 12 semaines. Là. Je vous donne tout un cours là, de plusieurs semaines là, pour expliquer là, les dernières choses qui sont discutées. Là. La Chine joue sur sa devise, contrôle mieux son économie et tout ça. Là, ça partirait dans tous les sens. Là. Il faudrait vraiment que ce soit systématique là, avec les cours et tout ça. Je ne peux pas m'attaquer à ce sujet-là. Le Bitcoin, c'est un actif risqué, hyper risqué. Et donc, il suit les indices boursiers. Donc, lorsque tout le monde panique, les gens quittent les crypto-monnaies. Lorsque tout le monde trouve que tout va bien et la vie est belle, ben, les gens achètent du Bitcoin. Donc, quand les choses vont se tasser, ben, vous achèterez des Bitcoins. Marc-Antoine, vas-y. Excuse, je n'ai pas descendu ma main, là, mais c'est la même question que tantôt. Ah, c'est la même main. C'est une vieille main. D'autres questions? Pas d'autres questions? OK. Ben, alors, on a fini. Il est 12h40, donc ça a pris 1h40. Je suis désolé, c'est un peu long, mais j'espère que ça clarifie un peu les choses. Donc, je vais mettre la vidéo sur mon canal YouTube. Si vous voulez les diapos, ça ne me dérange pas. Je vais vous les envoyer en PDF. Vous pouvez m'envoyer un courriel à pascal.bedard@hec.ca ou autre moyen, là, par LinkedIn. Vous pouvez communiquer par LinkedIn, par Facebook professionnel aussi. Peu importe, n'importe quoi. Là. Si je ne réponds pas par courriel, ben, c'est juste que j'ai oublié. Vous me relancerez un peu plus tard. Là. Des fois, ça tourne d'un crack là, parce que j'ai trop d'affaires en même temps. Là. Mais relancez-moi puis je vais répondre. Donc voilà. Alors, j'espère que ça a éclairci pour tout le monde. Bonne journée. Puis, coudonc, espérons que les choses se tassent un peu partout, à la fois dans l'inflation et en Ukraine. Puis, bonne journée. Profitez-en. Bye bye. Salut, merci. Merci. Au revoir.